Bonjour à tous, merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette journée qu'on avait l'habitude de faire depuis quelques années. On avait malheureusement suspendu à cause de la période de Covid et qu'on retrouve avec plaisir aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Hélène, la collaboratrice du syndicat de bassin qui a organisé cette journée, remercier nos deux intervenants de cette matinée et on me félicite de la Chambre d'agriculture qui interviendra, qui participera à l'animation des cours cet après-midi. En quelques mots, nous aussi remercier la mairie de Flavin de nous mettre à disposition ces installations pour pouvoir organiser cette journée qui reste du coup un point central sur le territoire et qui permet à chacun d'entre vous de s'y déplacer. En quelques mots, vous présentez peut-être le syndicat mixte du bassin versant du Vior ou Épage du Vior. Donc le bassin versant du Vior est inclus dans le bassin d'Arles-Aveyron, ensemble appartenant au grand bassin à Douve-Garonne. Le bassin versant du Vior s'étend sur une superficie de 1561 km². Le bassin versant recouvre 68 communes aveyronnaises, 16 communes tarnaises et une commune du Tarn-et-Garonne, soit au total 85 communes regroupées en 14 EPCI à fiscalité propre, tous adhérents à l'Épage du Vior. On recense dans notre bassin versant 2500 km de cours d'eau. Les enjeux pour ce territoire, donc, c'est avoir une approche concertée de la gestion de l'eau, reconquérir et conserver le bon état des cours d'eau, instaurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et l'année 2022, je pense, nous servira d'exemple et de base de travail pour les années à venir. Préserver, restaurer les fonctionnalités des cours d'eau et des zones humides. Dans cette structure, l'opération Agri-Vior qui concerne le volet agricole reste une porte d'entrée importante. L'agriculture est l'activité la plus représentée sur notre territoire rural puisqu'elle occupe 76% du bassin versant. C'est pourquoi nous travaillons depuis près de 20 ans avec les agriculteurs. La devise d'Agri-Vior est de gérer, économiser et protéger, avec pour mot d'ordre de convaincre sans contraindre. Le programme d'action se décline à plusieurs échelles d'intervention. Tout d'abord, à l'échelle du bassin versant du Vior, avec une communication et une sensibilisation générale, puis à l'échelle des sous-bassins versants prioritaires, où des actions bien spécifiques sont développées pour répondre à des enjeux précis. Cette journée expert fait partie intégrante de l'opération Agri-Vior et est organisée, comme je le disais, annuellement depuis plusieurs années, malgré quelques interruptions. La journée de cette année, la durabilité des exploitations s'inscrit dans leur résilience au changement de toute nature, qu'ils soient climatiques, économiques, environnementaux ou encore sociétaux. Afin d'accompagner les exploitations dans les pratiques et systèmes résilients, nous avons retenu comme thématique pour cette année pratiques agricoles et fertilité des sols. Aussi, nous avons l'honneur d'accueillir pour cette journée technique deux experts de renom, Lionel Aleto et Frédéric Thomas. Tous deux, avec leurs compétences techniques, leur solide expérience de terrain et leur habileté à transmettre, sont des spécialistes d'une agriculture de régénération des sols qui permet d'améliorer la fertilité des sols, mais aussi les résultats techniques et économiques. Une première intervention avec Lionel Aleto, directeur de recherche AMR Agir, agroécologie, innovation et territoire, au centre INRAE d'Occitanie à Toulouse, qui nous parlera de l'influence des pratiques agricoles sur le fonctionnement des sols. Puis, une deuxième intervention avec Frédéric Thomas, expert en agriculture de conservation des sols, agriculteur engagé dans le non-labour, qui nous parlera de fertilité des sols et couverts végétaux. Alors Frédéric, c'est pas sa première intervention avec nous, puisque c'est la deuxième fois que tu viens
devant le groupe d'Agrivior. Donc, merci et on sait combien tu es, je dirais, persuasif pour convaincre les membres présents à essayer ces nouvelles techniques. Donc, je ne doute pas que l'un et l'autre, vous saurez transmettre ce besoin d'expérience et d'innovation que vous nous amenez ce matin. Des temps d'échange après chaque intervention sont prévus afin de vous permettre de poser des questions. Pour ceux qui restent l'après-midi, le repas sera pris dans cette salle vers 13h. Et l'après-midi se déroulera par petits groupes autour de 3 ateliers. Stocker l'eau dans les sols avec Lionel, valoriser les couverts végétaux avec Frédéric et les résultats des suivis des couverts d'été avec Muriel de la Chambre d'agriculture. Cette journée se veut technique, concrète et pleine de ressources pour les agriculteurs, les techniciens ou toutes les personnes présentes afin d'avancer ensemble sur les enjeux communs sur les territoires et notamment afin de s'adapter au mieux au changement climatique. Merci déjà de vos interventions et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci Monsieur le Président, merci pour cette invitation et puis bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Lionel Leto, effectivement je travaille à INRAE, comme c'était dit, donc ex-nom de l'INRA. Je m'intéresse à la transition agroécologique des systèmes agricoles, des systèmes de culture en particulier, en mobilisant différents leviers agronomiques qui vont être discutés tout au long de la matinée et abordés en particulier par Frédéric Thomas, l'utilisation des couverts, la réflexion globale, comment on les intègre, comment on modifie son système de culture pour essayer de faire évoluer la fertilité globale de notre milieu. Alors il ne fait pas très chaud, donc je prierai de m'excuser, petit frisson. Peut-être que je reprendrai mon blouson à un moment donné, mais je vais commencer, tant que tout le monde a encore bien capté, par vous donner la conclusion de mon topo. Comme ça, si jamais le froid vous tétanise, ça évitera de vous perdre et au moins vous aurez eu ce premier message. Cet après-midi, on va, pour ceux qui travailleront sur l'atelier, stocker de l'eau dans les sols, et puis plus globalement, puisque c'est quand même central pour un syndicat de rivière, c'est améliorer le cycle de l'eau dans nos milieux. Pour parler d'eau, moi je vous parlais de carbone. Et alors ça peut paraître un peu étonnant, mais il faut vraiment, le message clé de tout ce que je vais vous dire, c'est comprendre qu'en recouplant le cycle du carbone, et évidemment celui de l'azote qui est associé au carbone, mais peut-être moins directement pour certains et certaines parmi vous, couplé au cycle de l'eau, on aura gagné. Et donc, raisonner conjointement le stockage, l'amélioration de la fertilité des sols via l'introduction de carbone, ça améliorera le fonctionnement hydrique à l'échelle de nos parcelles, à l'échelle des bassins versants, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Voilà, c'est le message clé. Une fois que j'ai dit ça, je vais quand même un peu développer le truc, mais retenez-le. On pourrait presque s'en aller, voilà, mais on va essayer d'illustrer un petit peu comment on fait. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? Je vais l'illustrer de façon un peu éloignée, mais quand on fait nous de la recherche, on a besoin d'utiliser des outils, par exemple des modèles, qui nous permettent de projeter les choses, et on se rend compte que nos modèles faisaient très bien carbone-azote, mais pas très bien carbone-azote et eau. Et donc il y a un vrai changement aussi pour nous, dans la façon d'appréhender nos questions, pour recoupler ces cycles. C'est pas uniquement le dire, c'est aussi les intégrer et le prendre en compte de façon intégrée. Donc voilà, c'est mon message clé. On va le détailler par plein d'illustrations, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, et on pourra batailler, on peut discuter de la façon de faire par exploitation. Il y a des éléments génériques, et ce qui est au cœur de tout ça, c'est ce couplage. Voilà. Et donc après, il y a plein de leviers pour restaurer cette fertilité, et on va en discuter quelques-uns. Alors, je vais commencer par des généralités sur les sols, mais finalement, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de conseillers dans la salle. Donc très probablement, je vais passer un peu vite, parce qu'en plus, je peux être très long, très bavard, et j'ai pas envie de manger tout le temps de la matinée, mais garder du temps aussi de discussion. Puis il y a évidemment l'intervention suivante. Donc aussi, ne pas hésiter, garder du temps à me faire un petit signe pour qu'il soit bien en capacité d'aller sur le troisième point. Mais quand même, une généralité sur les sols, quelques mots très rapides de diagnostic de fertilité, mais si Frédéric intervient, je pense que vous avez déjà été sensibilisé à des techniques d'observation. Il y a également les collègues de la Chambre d'agriculture qui sont présents et qui ont ces habitudes-là, mais je redirai un petit mot de comment on peut observer la fertilité, parce qu'aujourd'hui ça bouge beaucoup. On voit que l'activité biologique suscite beaucoup d'intérêt. Comment on fait pour observer tout ça? Et puis évidemment à la fin, j'insisterai un petit peu plus sur pratique, fertilité globale des milieux et changement climatique.
sachant que j'amorcerai des points qu'on rediscutera cet après-midi, parce que quand on parle d'eau, évidemment, la question derrière, c'est en lien avec les effets du changement climatique. Alors d'abord, généralité, vraiment quelque chose de très global sur les sols, c'est la multifonctionnalité des sols. J'aime bien cette illustration de la FAO qui permet d'avoir, sur un petit camembert, finalement tout ce qu'on peut attendre de nos sols. Alors il y a des éléments qui sont, des fonctions qui sont bien connues, évidemment, des fonctions autour des cycles d'éléments nutritifs, comme support physique, chimique et biologique de la production agricole qui fournit des aliments, que ce soit pour les hommes ou les animaux. Puis peut-être des choses qui sont un petit peu moins perçues ou un peu moins claires. Le sol, c'est le premier compartiment épurateur de notre environnement avant que, dans la plupart des cas en tout cas, avant que le contaminant éventuel atteigne la ressource en eau, ça passe par le sol. Donc on a peut-être à améliorer cette fonction de purification et de réduction des contaminants. C'est évidemment un compartiment central dans la régulation des crues. Là encore, je ne vais pas être caricatural, mais globalement, on assiste à une artificialisation de nos milieux depuis de nombreuses années. Alors, il y en a qui sont très visuels, l'artificialisation par des constructions, ça a un impact fort, donc ça conduit finalement nos milieux à avoir des surfaces infiltrantes de moins en moins importantes. Mais peut-être sans s'en rendre compte, parce qu'on le perçoit moins, les pratiques d'agriculture sont des formes d'artificialisation. Ça ne veut pas dire des formes d'imperméabilisation, mais un travail du sol contribue à artificialiser, au moins localement et temporairement, le sol. Et donc, on a besoin aussi d'avoir ça en tête parce qu'on modifie le régime hydrique dès lors qu'on va travailler son sol, par exemple, ou qu'on va choisir de le maintenir nu ou de mettre une plante dessus, on aura des conséquences. Et c'est une forme d'artificialisation. C'est évidemment un refuge pour, et un habitat même pour une multitude d'organismes. Certains, on ne les connaît même pas encore. On suppose même que certains ont déjà disparu alors même qu'on ne les connaissait pas. Pourtant, ces organismes ont des rôles centraux qu'on commence à appréhender aujourd'hui plus finement avec de nouvelles techniques d'observation, que ce soit des techniques moléculaires, de quantification d'ADN présent. On peut arriver à voir à quoi ces organismes peuvent servir. Certains pourront avoir des utilisations encore insoupçonnées. Pharmaceutiques, par exemple. On découvre des bactéries qui sont capables de produire certains composés qui peuvent avoir un intérêt pour du biocontrôle. Enfin, voilà. Donc, le sol est un réservoir extrêmement important qu'il faut évidemment préserver. Je vous invite, je ne vais pas aller plus loin, mais cet ouvrage est téléchargeable gratuitement. Il y en a d'autres, mais celui-là, pour ceux qui veulent commencer à s'initier, les éditions Coët mettent en ligne des ouvrages accessibles et c'est l'occasion d'aller commencer à se poser ces questions. Alors, je vais détailler un petit peu plus des éléments qui vont concerner aujourd'hui la séquestration du carbone, évidemment, le cycle d'éléments nutritifs, et puis évidemment la purification et l'infiltration de l'eau dans les sols. Mais avant cela, je voudrais juste rappeler que les sols sont des ressources non renouvelables à l'échelle d'une génération, et pourtant les sources de dégradation sont multiples. Alors en France, on parle encore pas beaucoup de la salinisation, pourtant c'est la première cause de dégradation de la qualité des sols au niveau mondial, et les effets du changement climatique laissent envisager qu'on pourrait avoir une augmentation de ce phénomène de salinisation. D'ailleurs, pour le coup, on commence à voir des problématiques qui apparaissent en France, en lien avec une irrigation avec une eau de qualité moyenne ou des remontées d'eau salée dans certains endroits. De façon plus connue par chez nous, vous avez des problématiques d'érosion, plutôt hydrique, un peu moins éolienne, quoique on commence aussi à voir des événements climatiques qui laissent envisager des risques d'érosion éolienne accrue. Donc là, il y a un enjeu fort à maintenir nos sols en place. Pour l'anecdote, sortie confinement, je faisais un peu comme tout le monde, j'en avais un peu marre d'être chez moi et je suis allé, j'habite à Saint-Sulpice sur la Pointe, dans le Tarn. Je suis allé à la confluence Tarn-à-Goutte et il y avait eu au mois de mai 2020 des crues assez importantes et je voyais que les rivières charriaient beaucoup de matière en suspension. Et j'ai appelé une collègue, que d'ailleurs connaît bien Hélène, à discuter, qui est au syndicat Rivière-Tarn, et elle me disait, voilà, on a des suivis de matière en suspension à telle date. J'ai juste regardé en prenant une valeur moyenne et je me suis dit, c'est marrant, sur le pic de crue, c'est l'équivalent de 15 à 20 exploitations agricoles qui sont passées sur la durée de 48 heures du pic de crue, qui sont passées sous le pont. Alors les 25 cm de terre arable, ça représente à peu près ça en termes de masse, donc c'est colossal. Alors évidemment, c'est pas que de la terre issue d'exploitation agricole, on est d'accord. Mais enfin, c'est pour donner une illustration qu'en rien de temps, on peut perdre assez fortement sur un territoire qui n'est pas très loin du vôtre en termes de morphologie, des quantités importantes de terre. Bon, deux autres formes de dégradation que je ne détaillerai pas aujourd'hui, l'artificialisation, je l'ai indiqué. On n'est pas forcément pile poil sur les chiffres, mais entre 5 et 10 km d'autoroute, ça varie si on se comprend compte, mais c'est la SAU moyenne d'une exploitation agricole qui disparaît aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de route, il faut juste qu'on ait bien en tête que
chaque fois qu'on a ce type d'infrastructure qui se met en place, on perd des terres agricoles également, et donc cette ressource, encore une fois, il faut la préserver. Puis là, la petite dernière, c'est plus en lien avec l'activité agricole. Ici, vous avez une carte de contamination des sols par le chlordécone, donc un insecticide contre le charançon du bananier, donc c'est la Martinique. Et aujourd'hui, là, on se rend bien compte que par nos activités, on peut aussi avoir un impact sur le long terme, puisque là, nos sols sont dégradés pour, on a mis un chiffre, il faut en mettre un, mais c'est 500 ans minimum, avec une incapacité à produire certaines productions, notamment des légumes raciles, consommer l'eau qui aurait transité par ces sols, etc. Plus des conséquences évidemment directes sur la santé, dont aujourd'hui on entend assez régulièrement parler dans les médias. Donc, voilà, tout ça pour dire plein de causes de dégradation et comment on fait pour faire en sorte de garder ces sols en état, sachant qu'en plus la population augmente. Ici vous avez juste une illustration qui est très connue également, c'est la diminution de la surface par habitant en termes de sol disponible. Voilà. Il faut garder un potentiel agronomique, il faut que nos sols continuent à produire parce qu'on a une population qui croît et puis en parallèle une surface disponible pour au moins dans notre pays. Il y a des pays qui commencent à envisager de nouvelles terres avec en culture, mais nous ça ne sera pas trop notre cas. Donc il faut absolument maintenir le potentiel et la fertilité de nos milieux. Alors encore de façon très générique, quand je parle de sol, pendant longtemps on se disait on va modifier la composition chimique du sol, on faisait tel ou tel ajout. Puis on se disait, là, je vais restructurer mon sol et je faisais tel outil, je passais tel outil. Et évidemment, aujourd'hui, on perçoit le sol comme un système qui est une interaction forte. C'est-à-dire que quand on va chercher à modifier un des états, chimiques, physiques ou biologiques, on aura des conséquences sur l'ensemble du système. Donc évidemment, il faut l'appréhender de façon globale, il faut se doter d'une capacité d'observation qui permette de comprendre globalement le fonctionnement du sol. Et c'est pour ça que j'illustrerai assez vite, mais quelques outils de diagnostic, il y en a plein aujourd'hui qui existent, et je pense que Frédéric pourra illustrer par les pratiques qu'il met en œuvre l'agriculteur. Chacune amène une partie des éléments de compréhension, pas forcément tout, et donc il faut avoir en tête que parfois il faut agréger plusieurs indicateurs pour se faire une bonne idée de comment fonctionne son sol et comment les pratiques qu'on met en œuvre vont influencer le système global. Et surtout, ne pas déconnecter les interrelations entre ces trois états. Et puis si on rajoute au fait que déjà c'est un système complexe, on vient de le voir, et qu'en plus on a des types de sols très différents qui vont réagir de façon différente, là on se rend bien compte qu'il est important de discuter, de partager, de se poser des questions, d'interagir entre vous aussi, parce que en fonction que vous vous situez, alors j'ai volontairement mis des sols très contrastés, mais sur des sols bruns lessivés qui sont probablement plus courants ici que des podzols, là on est plutôt dans les systèmes landais, mais les évolutions et les effets des pratiques ne seront pas exactement les mêmes. Donc il y a des nuances à apporter en termes d'évolution de propriétés physiques, chimiques ou biologiques, dès lors que le sol est déjà dans un fonctionnement agronomique satisfaisant, ou qu'on est sur un sol très dégradé, mais pas par l'homme, par la évolution naturelle, tel que les podzols, où là, effectivement, on ne va pas attendre la même modification par les pratiques qu'on va mettre en œuvre. Si je veux nuancer un petit peu cela, je dirais que les sols qui sont plutôt argileux ou argilo-calcaires sont encore des sols dans lesquels on va avoir des dynamiques d'évolution des propriétés qui ne sont pas les mêmes, par exemple, sur des sols limoneux de vallée alluviale. Donc, on prend en conscience qu'il y aura des nuances par rapport à ce qu'on va discuter et présenter en fonction des types de sols. Et aujourd'hui, il faut être humble, on ne connaît absolument pas tout. On est en train d'avoir quelques idées d'évolution de propriété. On sait qu'il y a des combinaisons de pratiques qui vont donner globalement les mêmes effets sur différents types de sols, puis d'autres, on ne sait pas trop. On a encore besoin de travailler. Ne serait-ce qu'accumuler du carbone dans des sols argilo-calcaires, on sait que c'est beaucoup plus lent que sur des sols limoneux, à pH autour de 6,5, entretenus correctement, parce que la dynamique de décomposition et de stabilisation dans les sols calcaires est différente. Donc voilà, on est encore en train d'avancer aussi avec les agriculteurs sur ces questions. Alors le sol, toujours en quelques mots, bon là ça va passer vraiment très vite, ces trois fractions principales, une fraction solide, j'ai juste donné les indications de variation. La fraction solide, elle varie de 45 à 60% globalement, ça veut donc dire que la fraction d'espace varie elle-même de 55 à 40%. Et ça, c'est important puisque, en fonction de l'état, de la quantité de vide qu'on va avoir, forcément, la circulation des fluides, eau et air, va être perturbée. Et pendant longtemps, on se disait, la bonne façon de créer, et c'est toujours le cas, bonne façon de créer de la porosité dans un sol, et donc de le décompacter, de le dédensifier, c'était le travail du sol. Et pour autant, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a d'autres voies pour créer un peu de porosité, peut-être pas du même niveau qu'une porosité mécanique qui est finalement liée à la consommation de fuel, donc à une grande énergie qu'on injecte dans le sol, mais ça va être via la construction d'édifices macroporeux ou de taille plus petite par les galeries, par les vers de terre,
par des nématodes, par des mycorhizes, etc. Donc là, on a toute la gamme de porosité qui peut être créée. Et donc, quand un sol va être dense, donc avec une porosité totale, on peut se dire que globalement, l'eau va moins bien circuler dedans. Mais là encore, c'est très discutable, et j'aurai l'occasion d'en discuter cet après-midi avec vous, c'est pas forcément vrai. Et deuxième message un peu clé, c'est pas forcément la quantité totale de pores que l'on a dans un sol qui va jouer. Je vais prendre un cas, par exemple, après une opération de travail du sol importante, un labour, vous allez avoir une macroporosité, une quantité de macropores présentes qui va être très élevée dans votre sol, et c'est pas pour autant que vous allez mieux conduire l'eau que sur un sol qui aura une densité plus élevée mais qui n'aura pas été travaillé. Et là, on commence à toucher du doigt des éléments qui sont importants. Je fais souvent l'analogie avec les constructions dans les maisons, c'est la connectivité du réseau poral. Quand vous construisez une maison, vous n'allez pas vous amuser à mettre des bouts de tuyaux à droite à gauche. Il y a des chances que l'eau finisse par trouver un chemin, mais ça marchera peut-être moins bien, j'en fais l'hypothèse, que si vous avez moins de tuyaux mais très bien connectés les uns avec les autres. Mais c'est un peu l'idée que l'on commence à voir dans les systèmes où on va réduire le travail du sol, on va compter sur la porosité biologique, c'est de se dire que globalement les sols sont plus denses. Alors j'aime pas dire le terme compact quand il s'agit de non-travail du sol, parce que compact ça donne une notion de dégradation du milieu par du tassement lié aux engins. C'est pas toujours le cas, ça peut l'être aussi. Là c'est la densification naturelle, avec l'action de la gravité, le sol se redensifie. On n'injecte plus de fuel dans son sol par du travail du sol, et donc on ne le réaère pas. Et donc, on compte sur les organismes vivants, plantes, micro-organismes pour l'aérer. Et généralement, dans beaucoup de situations, on n'aboutit pas à des niveaux de porosité totale équivalents. Et pour autant, c'est des milieux qui vont fortement conduire l'eau. Donc, retenez ce message, le deuxième message, qui est en lien avec le premier autour du carbone, parce qu'évidemment, toute l'activité biologique est stimulée par ce carbone, c'est qu'il vaut mieux, des fois, avoir peut-être moins de macroporosité, mais bien connectée, qu'une très forte macroporosité, pas très bien connectée, et en plus, je le illustrerai cet après-midi, pas forcément très stable dans le temps. Voilà, donc partie 2. Alors je prends des questions à la fin, c'est ça, c'est mieux. Je finis. Très bien. Les diagnostics. Alors là, je vais juste faire le focus sur... quand on cherche à comprendre comment fonctionne son sol, déjà on va se poser plein de questions, on va se redéfinir des objectifs. Déjà, pourquoi on se pose la question de l'état de fertilité de son sol? C'est qu'on a dû peut-être observer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien, des éléments de plafonnement de rendement, voire d'optimisation de rendement, des sols qui infiltrent un peu moins bien l'eau, de l'érosion. Donc il y a plein de raisons qui nous amènent à nous poser la question de comment fonctionne son sol. Donc l'idée c'est de caractériser l'état initial du sol. Donc je repars évidemment de ce triptyque. Et très souvent, nos indicateurs sont partiels, je l'évoquais. Quand on fait une analyse de terre, jusqu'il y a peu de temps, on était beaucoup sur l'état chimique. On avait quelques liens avec l'état physique quand on regardait la texture, mais ça restait partiel. Aujourd'hui, voilà, un exemple type d'analyse de terre, vous allez avoir une texture qui vous est donnée, quantité d'argile, limon, sable. Vous allez avoir un dosage d'éléments nutritifs qui va être fait. Alors, suivant le coût et le prix que vous êtes prêt à mettre sur l'analyse, vous allez avoir plus ou moins d'informations. Mais on était plutôt assez partiel. On n'avait pas trop d'idée de l'aspect structure du sol. Aujourd'hui, on commence à aller un petit peu plus loin, on commence à avoir des analyses de terre où on va aller qualifier un peu mieux certains aspects. Par exemple, les matières organiques. C'est quoi les matières organiques? Donc, on va aller fractionner ces matières organiques. Je fais un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires qui proposent ce type d'approche. Ça nous donne une indication de la dynamique de ces compositions de ces matières organiques. Toutes ne se valent pas. Il y a des dynamiques rapides et des dynamiques lentes. Donc, avoir une idée de là où on est dans son sol, ça peut être pas mal. Parce que vous allez avoir des micro-organismes qui vont s'attaquer à des matières organiques plutôt rapidement dégradables, et donc il leur en faut, et puis d'autres qui vont se permettre de pouvoir attaquer des matières organiques qui seront un peu plus stables dans le milieu, donc il en faut également. Mais il faut équilibrer tout ça, et donc il faut savoir où on en est. Et ça, c'est pas très vieux, c'est des techniques qui se sont répandues au cours des 10-15 dernières années, et qui sont maintenant accessibles aux conseillers ou aux agriculteurs. Et puis, récemment, je voyais... une présentation des collègues d'Arvalis, on commence maintenant à avoir des laboratoires qui vont proposer des gros indicateurs assez étoffés d'activité biologique des sols. Donc le troisième, sur mon schéma initial, le troisième volet qu'il y avait, activité biologique. À part les vers de terre qu'on savait observer par des tests bêches, on a vu la moutarde, on les voyait, le reste, on ne savait pas trop. Et là, on commence à voir les laboratoires qui se positionnent sur des référentiels, sur des valeurs par type de sol de micro-organismes, bactéries, collemboles ou autres organismes du sol qui vont pouvoir nous donner des indicateurs de fonctionnement biologique. Alors, malgré tout cela, il y a quand même des indicateurs qui restent fortement d'actualité. J'étais hier auprès d'agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées
Et les collègues de la chambre qui avaient organisé la journée m'ont envoyé des analyses de terre de ces agriculteurs en me disant regarde un peu le pH, regarde un peu. Voilà. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on va déployer parfois des approches très lourdes d'observation, du redox. Alors, si on ne dit pas le mot redox dans une formation agriculteur, des fois, on a l'impression qu'on est passé à côté de la vie, mais voilà. On est un peu en train d'aller. C'est pas l'arbre qui masque la forêt, mais presque, quoi. C'est-à-dire que là, on est en train d'aller. J'ai discuté avec des physico-chimistes théoriciens, des gens qui font de la physique quantique sur ce que c'est le potentiel redox pour bien savoir ce que c'est. Ouais, c'est super intéressant, mais je pense qu'il y a des trucs à voir avant, de se poser ces questions-là. On est en train d'affiner de la micro-horlogerie suisse, là. Et avant, il y a des choses à regarder. Hier, il y avait des catastrophes sur le suivi de pH. C'était des pH à 4,2, 4,3 sur des sols agricoles, avec derrière de l'instabilité qui s'opérait, alors peu de matière organique associée, etc. Donc il y a quand même des indicateurs à suivre de qualité des sols qu'il ne faut pas négliger, qui sont assez basiques et qui ne coûtent pas grand-chose en termes de suivi. Une capacité d'échange cationique, moi j'aime bien dire, c'est très simple, hein, vous êtes assez nombreux, il reste 4 ou 5, 6 places devant. La CEC d'un sol, c'est le nombre de places qu'on a pour stocker les éléments nutritifs. Là, on a un taux de saturation qui n'est pas accompli, il reste des places disponibles. Si c'était tout plein, on sera à saturation à 100%, et si c'est pas tout plein, on va se poser les questions de qu'est-ce qui prend la place. Et donc moi, un petit schéma tout simple, capacité d'échange cationique, c'est les argiles, matière organique, là je résume très simplement, principalement c'est ça. C'est avant tout un garde-manger pour notre sol, et donc on a tous les éléments nutritifs qui sont présents. Plutôt chargés positivement, là aussi c'est un raccourci un peu rapide, mais ça donne une idée. Et qu'est-ce qui se passe? Par les processus naturels, les pluies, la plante qui absorbe, on appauvrit progressivement cette CEC, et c'est normal, et le but du jeu c'est de remplacer les éléments qui sont dessus. La nature ayant horreur du vide, dès qu'il y a une place qui se libère, on a les petites boules blanches là. Alors c'est à l'échelle, j'aime bien faire la taille des atomes, parce que ça donne une indication importante aussi. C'est que le potassium il est beaucoup plus gros que les autres, et qu'en plus le potassium il a tendance à bien rester accroché sur le milieu, comparativement à d'autres qui peut dégager. Et notamment, il va dégager éventuellement les petits qu'on voit là, c'est des protons H+. Et eux, progressivement, ils sont là. C'est-à-dire que ces places-là, elles sont virtuellement occupées par ces petits éléments. C'est ce qu'on appelle l'acidité potentielle de son milieu. Et donc, progressivement, on perd des éléments nutritifs. Ça se voit pas forcément au niveau du pH de votre sol. Faites un pH à l'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Vous savez ce qu'on dit. Pourtant, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ah, ça y est, je fais des blagues sur le choc générationnel. Le fil de la haine, tant pis. Mais retenez-le. On ne le voit pas arriver et progressivement on sature son milieu, on occupe des places vacantes par des protons, donc on acidifie progressivement son milieu, on commence à perdre en stabilité. Et là on commence à avoir le pH qui dégringole gentiment, mais le pH chaud, mais pas trop. On est encore à 6, 5, 8, 5, 9, 6, 100, voilà, on est autour de ça. Et puis on regarde son taux de saturation, il diminue. Et puis là du coup on va faire un pH KCl, c'est à ça qui sert, parce que je vous l'ai dit, le potassium il prend la place de tous les autres. Il va chasser les protons, il va les virer, vous remesurez le pH. Ah oui, il y a une grosse différence entre mon pH à l'eau et mon pH KCl, c'est l'acidité potentielle. Et là, qu'est-ce qui commence à se passer? Vous allez commencer à chatouiller la capacité d'échange cationique. Pas trop les matières organiques, mais plutôt les argiles. Ils vont commencer à casser, à s'hydrolyser. Quand le milieu commence à tourner autour de 5,4, 5,5, vous allez commencer à dégrader vos argiles. Donc vous dégradez durablement votre capacité d'échange cationique. Ils vont casser, ils vont libérer du fer dans le milieu. C'est pour ça que les sols sont colorés. Donc c'est un processus aussi naturel. Et quand on est agriculteur, on va essayer de faire en sorte d'éviter que ça aille trop loin. Puis quand on va continuer à dégrader, hier j'avais aussi des pH à 4, 4,1, 4,2. Là on commence à libérer l'aluminium, donc on pète complètement nos argiles. Et c'est la pozolisation qui s'opérera dans quelques dizaines de milliers d'années, je vous rassure, ne pèterai pas. Mais c'est bien ça le problème, c'est que c'est un peu sournois et c'est un processus qui va se mettre en place. Et tout ce qu'on va pouvoir discuter après sur remettre du carbone et autres, certes, on peut accepter de descendre un petit peu en pH. Pendant très longtemps, on disait qu'il faut être à 7. Ça, c'est une hérésie agronomique. Maintenant, je pense qu'on s'est bien entré dans le discours, dans la compréhension. Mais n'empêche qu'il faut surveiller. Et surveiller notamment de ne pas dégrader sa CEC. Parce que là, on va remettre de la matière organique, mais on n'arrivera pas à revenir à un niveau satisfaisant de CEC. Alors, ça ne se fera pas en une génération, mais l'entretien, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête également. Bon, puis je ne détaille pas évidemment entre les types de sols, on a quand même à la base déjà des différences de taille de compartiment, donc le CEC, ça c'est malheureusement pour ceux qui ont des sols à faible CEC, on ne pourra pas en recréer, on peut juste essayer de la stabiliser. Simplement, d'un point de vue très pratique, ça a une conséquence. Quand on a une faible capacité d'échange cationique, on va avoir tendance à surveiller plus régulièrement et à faire des apports plus modérés, des corrections par exemple de pH, par de la chaux ou autres composés type dolomie, plus régulièrement à une quantité moindre, que quand on a une capacité à stocker importante, où là on peut se permettre d'en mettre tous les 3 ou 4 ans,
puisque c'est stocké. Sur des sols limono-sableux ou sablo-limoneux, on fera un petit peu plus attention. On reviendra moins dessus. Voilà, bon, du coup, je l'illustre par des tailles de frigo, c'est juste très illustratif. Et voilà, quand on a une grande CEC avec plein d'aliments différents, c'est très bien. Des fois, on a une CEC plus petite, mais on a de la diversité. Ce qu'il faut éviter, c'est d'acidifier son milieu, vous l'aurez compris, par un frigo qui contiendrait beaucoup de protons. Ouais, mais vous voyez un truc tout simple, hein. Hier, j'étais assez sidéré que ça soit pas vraiment fait. Et on voit le chaulage, comme l'entretien en tout cas de cet état chimique, comme une charge. Or, le problème c'est que oui, c'est une charge, on ne peut pas, mais c'est un placement aussi sur l'entretien, parce que derrière tout en découle la stabilité, la résistance. On va pouvoir discuter longtemps de stabiliser les sols par de la matière organique, mais s'il n'y a pas à un moment donné les éléments qui agressent, le calcium par exemple, bah, ça ne tiendra pas. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Bon, je vais passer un peu vite sur cet aspect physique, mais comme cet après-midi j'y reviendrai, on parlera de stockage d'eau dans les sols. Donc voilà, l'eau c'est les petits niquets qui arrivent là avec les deux CH2O, donc l'oxygène et les deux hydrogènes. L'eau va pouvoir s'accrocher sur tous nos éléments et être réactive parce qu'elle est chargée électriquement. J'y reviendrai. Donc comment elle se stocke? Elle se stocke sur les argiles et les matières organiques principalement. Et puis elle va permettre le fameux gonflement-retrait des argiles que vous connaissez bien si vous avez des sols un peu argileux, les fissures et les fentes qui se forment quand c'est très sec. J'y reviendrai parce que ça a des conséquences directes sur le fonctionnement hydrique. Ici, vous avez... alors, il faut un peu d'imagination parfois sur les projections que je fais, mais là, c'est une galerie de vers de terre qui est passée au milieu, on le voit bien. C'est assez net. Et donc ça, c'est mes argiles. Hein. Je vais représenter argile, matière organique pour faire simple, c'est des plaques. Là. J'aime bien les représenter sous forme de plaques parce qu'on ne se rend pas non plus très compte, mais c'est très replié sur soi-même, une argile. Et quand on la déplie, ça occupe des surfaces très importantes. Hein. Vous savez que 1 mg d'argile, c'est 3 terrains de tennis en surface couverte. On ne se rend pas compte, j'ai 3 fois rien dans ma main. Et j'aime bien dire aussi, quand moi j'ai beaucoup travaillé sur le devenir des phytos dans l'environnement, avec 1 kg de sol, on peut stocker jusqu'à 2 à 3 000 litres de fongicides. Ça paraît un peu bizarre. Voilà. C'est pour vous donner les représentations, parce que 1 kg de terre, quand on déplie la surface spécifique de nos archives, qui sont toutes repliées sur elles-mêmes, ça fait des surfaces colossales, capables de stocker, parce qu'il y a des réactions électriques, des quantités importantes. Et donc ça peut stocker de l'eau. Simplement ici, pourquoi je vous montre ça, c'est que, imaginez, il pleut beaucoup, ce qu'on attendait depuis quelques temps, qu'on a enfin depuis peu, et donc on va saturer son sol. Et donc là, vous voyez, j'ai un micropore ici et un macropore là, et tout est plein d'eau. Au voisinage immédiat des argiles et des matières organiques, il y a des charges, très grande quantité de charges électriques. Donc mon eau, elle est bien retenue et elle ne bouge pas trop, parce que qu'est-ce que c'est qui peut la faire bouger sinon? Qu'est-ce que c'est qui nous plaque au sol? La gravité. Et donc forcément, dans le milieu, l'eau, elle est aussi sujette à la gravité. Et donc pour éviter que ça la descende, c'est que le sol exerce une succion grâce à ces charges électriques qui viennent compenser à minima la gravité. Ici, l'eau, qui est au centre du macropore, elle ne tient que parce qu'il y a délocalisation des charges. La première, elle s'accroche, du coup son oxygène devient un peu plus négatif, du coup ça accroche l'hydrogène d'une autre molécule d'eau qui lui est positif, donc son oxygène accroché devient un peu négatif, et ainsi de suite de proche en proche. Et donc au milieu, là, ça c'est pas très stable, et donc cette action au niveau du macropore, normalement il y a l'animation là, c'est la gravité qui domine. Donc dans une galerie de vers de terre, il ne faut pas s'attendre par exemple à ce qu'il y ait de l'eau qui stagne, sauf à ce que le sol soit complètement saturé, qu'il n'y ait plus de mouvement, mais sinon l'eau va s'écouler. Donc c'est un tuyau qui sert à évacuer de l'eau, et c'est donc un tuyau qui ne va pas servir beaucoup à l'alimentation des plantes, si ce n'est via... C'est pour ça que le macropore de vers de terre est un peu différent du macropore créé par la charrue, c'est que tout autour de son macropore, il a la bonne idée d'y mettre de la matière organique, et donc de maintenir un petit peu d'eau que la racine va pouvoir valoriser. Mais l'essentiel de l'eau contenue dans un macropore n'est pas utile pour la plante, c'est l'eau qui va être plutôt dans la microporosité, qui va être utile et qui va composer ce qu'on appelle notre réservoir utilisable ou réserve utile. J'en dis pas plus, cet après-midi on en discutera, parce qu'évidemment stocker de l'eau dans les sols, ça veut dire qu'il faut agir sur ce compartiment en priorité, et ça, comment on fait? Hier on m'a posé la question, c'était sur une autre, et je me rendais compte que les chiffres on les a pas forcément tous en tête, donc là juste pour vous donner, quand je parle de macropore, il n'y a absolument pas de consensus au niveau international sur ce qu'est un macropore, ce qu'est un micropore. On est à peu près d'accord pour dire que c'est ce qui est visible à l'œil nu. Et donc, bon, il y en a qui voient bien, ce qui est d'ailleurs plus mon cas maintenant depuis quelques années, mais c'est normalement 1/10 de millimètre de diamètre.
Donc un œil qui voit bien est censé voir un pore du 10e de millimètre de diamètre, et donc ça c'est de la macroporosité. Vous voyez, c'est pas super scientifique comme truc, mais ça nous donne quand même une bonne indication de comment ça marche. Ça j'en détaillerai cet après-midi, et puis je vais être sensibilisé, mais voilà, on a l'eau, quand mon macropore est plein, là on est là, donc il y a l'écoulement qui est gravitaire, à un moment donné le sol retient de l'eau, on est à la capacité de champ, au point de ressuyage. Et puis ben là, la plante, elle peut valoriser ça, parce que c'est retenu, elle met de l'énergie, donc ça, c'est l'énergie que doit fournir la plante pour extraire l'eau, on l'appelle le potentiel hydrique quand on regarde côté sol, mais c'est le potentiel de succion de la racine quand on le regarde côté plante. Plus on va vers le haut d'ici, plus il faut fournir d'énergie. À un moment donné, à ce point-là, la plante, elle peut plus, c'est le point de flétrissement, elle meurt. Mais il reste encore de l'eau, alors il en reste beaucoup quand on est sur un sol argileux, il en reste plus du tout quand on est sur un sol sableux, on le comprend par la rétention et donc par les charges électriques. Quand on est sur sol argileux, donc on va se dire, bah, il reste encore de l'eau dans son sol, mais il faut une telle énergie pour l'extraire que la plante ne peut pas le faire. Nous, on le sait parce qu'on le met dans un four, on prend un échantillon de terre, on le met dans une étude, donc on met beaucoup d'énergie électrique, qu'on n'a plus trop en ce moment, pour aller extraire cette eau, et donc on est capable de dire, voilà, il restait tout ça, la plante, elle, à ce niveau-là, elle meurt. Et donc, comprenez que finalement, je l'ai sur une autre façon, alors, le même graphique, on le switch dans l'autre sens, ça c'est l'énergie que doit fournir la plante, et là c'est la quantité d'eau. Là on est à saturation, il n'y a pas, le sol est plein d'eau, mais c'est gravitaire, ça c'est cool. On arrive là, c'est le point de ressuyage, c'est le début du réservoir utilisable de la plante, et là c'est le point de flétrissement permanent, c'est la fin du réservoir utilisable par la plante. Il reste encore un peu d'eau, mais il faut trop d'énergie. Et finalement, vous voyez que c'est ce que j'ai coloré en rose, c'est la taille du réservoir utilisable, c'est ce qui est vraiment utilisable par la plante. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la texture, argile, limon, sable, matière organique, et de la structure, qu'on oublie un peu souvent, parce que c'est pas toujours simple à observer. Rappelez-vous comment on fait pour avoir une idée de ça dans son sol. On fait une analyse de terre, une analyse de terre, ça ne donne aucune information sur la structure de votre sol. Et donc, bon an, mal an, vous envoyez ça à un labo, il va vous dire, bon, si vous avez 35% d'argile, 25% de limon et le reste de sable, vous avez globalement un réservoir utile de temps. C'est ce qu'on appelle une approximation. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément adapté pour des systèmes dans lesquels on va avoir un changement profond de la structure du sol pour estimer correctement la taille du réservoir utilisable. Donc il y a un enjeu à retravailler et à acquérir des références aussi dans des systèmes dans lesquels on a par exemple plus de perturbations, ou très peu de perturbations par les opérations mécaniques, je pense à l'agriculture de conservation, parce qu'aujourd'hui tous nos référentiels sont construits sur des systèmes travaillés. Donc on a besoin d'affiner ça. Et évidemment, un réservoir utilisable d'un sol, c'est l'ensemble de ces réservoirs utilisables horizon par horizon, en espérant que notre racine ne touche pas une zone de discontinuité qui l'empêche de se développer, parce que là, du coup, on limite la taille de notre réservoir à la profondeur d'enracinement. Donc là, le réservoir théorique, on va dire que tout va très bien sur ce sol de bosse qui est très, très joli, pas de discontinuité, la plante, elle peut descendre même au-delà de 1,10 m, et donc valoriser tout le réservoir utilisable des sols. Voilà, je pense que si on allait voir certaines parcelles, on se rendrait compte que très souvent, ça peut être limité à 25 cm parce que la charrue, en raclant régulièrement, crée une zone compacte, la fameuse semelle. Parfois, ça crée une vraie semelle, mais déjà une discontinuité, les racines s'arrêtent, et donc on ne valorise que 25 cm. Donc ça aussi, on a besoin de le savoir, et là, pour le coup, une analyse ne le donne pas, il faut observer. Voilà, et donc, comprenez mon lien, pour observer, il y a un outil très simple, qu'on devrait tous avoir dans le coffre, c'est une pelle bêche. Donc il y a plein de techniques d'observation. Ici, c'est le test bêche qui a été remis au goût du jour là en France dans le cadre de différents projets, qui est très bien décrite et je pense que vous l'utilisez assez largement. Quand on a beaucoup d'énergie et du temps, on peut aller plus loin. On fait un profil cultural. C'est quand même beaucoup plus lourd puisqu'il faut creuser une fosse. Je pense que voilà, une belle fosse à la pelle, puis décrire le profil dans son ensemble avec du coup une prise en compte beaucoup plus importante de la variété spatiale que ce qu'on peut faire avec une pelle bêche. Donc évidemment, c'est des approches complémentaires. Le profil, on peut le décrire, ici une illustration, on va le partitionner, on va faire des coordonnées en x, y, pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on observe, les modes compacts, pas compacts, les racines, les résidus, etc. Et tout ça, ça va nous donner des éléments très clairs de comment fonctionne l'interaction sol-plante, mais aussi l'eau. Parce que moi, derrière, vous voyez, on s'est amusé, alors ça je passe, les partitions, on s'est amusé à regarder, hop, voilà, un profil cultural dans un système de maïs ici labouré. On localise la semelle, les mottes, alors je ne rentre pas dans leurs détails, mais c'est leur niveau de porosité visible à l'œil nu qui nous permet de les qualifier, des modes compacts et pas compacts. Et on regarde un petit peu comment elles se distribuent, et ça nous sert à alimenter nos outils de simulation que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai une cartographie, là c'est que de la densité apparente du sol, donc la quantité de terre par unité de volume.
Et de ça, on peut après appliquer, vous imaginez, une pluie, et on regarde comment l'eau va circuler dans tout ça. Et on se rend compte que par le travail du sol, par exemple, vous voyez, on crée des zones d'hétérogénéité qui vont amener des circulations d'eau différentielles, au passage des éléments qui vont être associés, nitrates et phyto, par exemple. Et donc, finalement, tout le sol ne contribue pas à faire circuler l'eau. C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis permis de dire que quand on travaillait, on artificialisait un peu son milieu, parce que sans s'en rendre compte, on va créer, ici, vous voyez des modes delta, en fait, je ne vais pas dire des cailloux, parce que c'est pas le cas, il y a de la microporosité, enfin des zones dans lesquelles, quand le sol est saturé en eau, elle ne contribue pas à la circulation de l'eau dans le sol. Et inversement, ici, j'avais mis en évidence, c'est des interbandes de labour, c'est des zones où on a les résidus, qui sont des autoroutes pour faire circuler l'eau, y compris les polluants éventuels. Donc, et tout ça, ça nous permet de mieux comprendre finalement les pratiques. Et sur la même parcelle, l'agriculteur faisait plusieurs techniques d'implantation. Il avait depuis 5 ou 6 ans, 5 années, c'était indiqué, il suffit que je lise, arrêté complètement le labour et il faisait du mulchage, donc il travaillait sur 8-10 cm, c'est pas pareil, la profondeur elle varie évidemment, mais il enfouissait juste ses résidus de maïs et mettait des couverts végétaux. Donc je ne vais pas dire que c'était de l'agriculture de conservation parce qu'il n'y avait pas de rotation, ça aurait été une monoculture de maïs. Mais simplement on s'est rendu compte que le sol était beaucoup plus homogène, alors il est beaucoup plus dense, enfin beaucoup, il est plus dense, donc ça veut dire qu'il y a moins de porosité totale. Et pour autant, c'est très en lien avec ce que je disais, la circulation de l'eau se faisait mieux dans ce sol-là, et en lien, rappelez-vous, avec la connectivité des ports qui sont présents. Donc là, vous avez vu, j'ai parlé du test bêche français, très utilisé, très pratiqué, le profil cultural, donc, qui est aussi une méthode initialement française, donc il faut savoir dire qu'on a su observer nos sols quand même depuis quelques temps, même si on se rend compte que ça a mis du temps à percoler, pour prendre une analogie avec l'infiltration. D'autres méthodes en parallèle dont vous avez peut-être entendu parler. Donc là, les collègues écossais notamment ont développé des techniques d'observation de la structure des sols qui sont un peu hybrides. Donc vous voyez, on a ici une démonstration au champ de ce qui c'est. Donc c'était les collègues de Lyon qui m'ont donné les photos. L'observation. L'intérêt de leur approche, c'est que ça permet. On aime bien noter les trucs, on aime bien se dire à combien je suis, est-ce que c'est bien, pas bien. C'est vrai que le test bêche le permet un peu, mais eux, ils vont vraiment très loin, parce qu'il y a un vrai scoring qui est fait, donc je l'ai mis là en français, en fonction des types d'éléments structuraux qu'on observe, on a une note, alors une coloration verte, orange ou rouge quand ça va pas. Pour ceux qui sont devant, là, on voit d'ailleurs, si l'exemple type, ce qu'il faut éviter, c'est très bleuté, là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, on a des conditions d'anoxie apparentes, le fameux fer qui est libéré par nos archives devient bleu, donc il est sous un état réduit, Fe2+. Là, bon, c'est pas terrible pour les racines. Autant une racine peut accepter d'avoir un peu la tête dans l'eau un certain temps, elle tiendra, autant c'est le manque d'oxygène qui lui pose problème pour la plupart des plantes. Et donc là, très clairement, elle va contourner la zone, elle va pas y aller. Donc, si en plus, on se dit il y a des zones compactes, voyez les mottes, et qu'en plus il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas d'oxygène qui circule correctement, qui se traduit par ces observations d'anoxie, là forcément on se rend compte qu'on a un peu impacté le potentiel de son milieu et la valorisation des ressources hydrominérales au sens large. Oui, d'autres méthodes, par exemple, celle-là, franchement, j'ai plus de mal à la mettre en œuvre, mais on fait tomber des mottes et on regarde la composition et la taille des agrégats qui sont formés. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a plein de choses qui existent et qu'au niveau mondial, ce qu'on se pose là en salle, c'est vraiment des points qui sont aussi discutés partout. On se dit comment on fait pour améliorer la fertilité de nos sols. On est tous dans cette dynamique-là actuellement et depuis plusieurs années maintenant. Voilà, alors d'autres observations assez simples, là c'est des tests bière-canne, canette de bière. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, bière-canne développé initialement au Mexique et aujourd'hui répandu dans un kit de Funtool, c'est un kit de plusieurs indicateurs qui sont pas mal utilisés, qui sont assez low cost. C'est aussi l'intérêt, c'est pas avoir des trucs qui sont des usines à gaz d'un point de vue technologique. Là, un cylindre en PVC. On verse des volumes réguliers d'eau pour maintenir une charge d'1 centimètre, on mesure l'infiltration et c'est déjà pas mal. Au bout d'un moment, on a un régime. Quand tout le sol est saturé en eau, quand vous avez mis plusieurs volumes, il y a un régime d'écoulement permanent, à condition de ne pas y aller comme un bourrin et de dégrader son sol évidemment. Il faut protéger la surface pour éviter de créer une croûte ou éclater les agrégats qui viendraient obturer nos pores. Il faut faire ça un peu proprement. Mais ça marche assez bien, ça vous donne une indication du régime d'écoulement permanent. Et soit on s'arrête là et on sait à peu près l'infiltration moyenne, soit on va un peu plus loin, nous on accède à d'autres paramètres, conductivité notamment hydraulique. Donc c'est un outil assez simple. Quand on n'a pas ces outils-là qui sont des filtres bêtes, c'est un peu plus lourd à utiliser au champ.
Vous voyez, tout simple, hein, des cylindres, des volumes d'eau qu'on a préparés en amont qui font exactement 1 cm, et on peut faire ça. Et ça nous donne une bonne idée, globalement, de comment fonctionne sa parcelle, et puis de regarder l'effet de certaines pratiques sur ce fonctionnement hydrique. Voilà, donc sur l'état physique, j'ai fini. L'état biologique, je vais en parler très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de tout détailler, mais là encore, on commence à avoir des éléments un peu harmonisés. Par exemple, sur les vers de terre, il y a l'Observatoire participatif des vers de terre qui met à disposition des grilles d'identification des vers de terre pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est la bestiole que j'ai attrapée, là, mon ver de terre. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tous les vers de terre ne font pas le même boulot dans le sol. Il y a ceux qui vont être des préfragmenteurs de matière organique, d'autres qui vont permettre de l'enfouir en profondeur, d'autres qui sont des décomposeurs de racines. Donc tous ont leur rôle, et l'intérêt c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Très clairement, les fameux anéciques qui font les belles galeries plutôt verticales, bah, ils n'aiment pas trop quand on les chatouille et qu'on leur casse les galeries tous les ans, quoi. Pour plusieurs raisons, ils ont mis du temps à les reconstruire, mais en plus ils sont souvent dans cette zone travaillée par un amour. C'est pas étonnant que derrière on voit tant d'oiseaux qui viennent manger des vers de terre derrière le passage d'outils de travail du sol. Les Suisses à l'époque avaient quantifié, c'est plusieurs tonnes à l'hectare qui peuvent partir de vers de terre. Donc, on sait qu'on peut avoir dans un sol agricole 3 à 5 tonnes dans les très très bons sols de vers de terre, on s'approche des prairies, et 500 kg dans les sols labourés. On comprend que, à un moment donné, ils peuvent avoir fortement disparu. Encore une fois, ça veut dire qu'ils peuvent parvenir. Ça aussi, j'insiste, un sol mort, moi, j'en connais pas. Donc, un sol agricole mort. Il y a des sols qui ont une activité biologique vraiment très réduite, mais dans les sols agricoles, le sol est résilient. Il va pouvoir revenir à un état de fonctionnement, et notamment biologique, à plus ou moins brève échéance, mais il reviendra, y compris par exemple sur des mycorhizes ou sur d'autres formes biologiques. Donc les vers de terre reviendront. Alors vous connaissez probablement le test très populaire du slip. Hier, ils avaient mis plein de slips partout. Là. Donc c'est un outil pédagogique, illustratif, intéressant pour visualiser une partie du fonctionnement biologique de son sol, parce qu'on va sur de la cellulose, hein, donc on sait que c'est plutôt une dégradation bactérienne. Si vous voulez aller voir d'autres types de dégradation, il faut peut-être utiliser d'autres types d'outils. Là, il existe les sachets de thé, c'est normé, je précise. C'est pas tous les thés qui sont utilisés, si vous voulez faire ça proprement. Il y a certains thés utilisables. Des collègues ont développé pas des filtres, mais des petits pièges dans lesquels on met des litières et on regarde à quelle vitesse elles décomposent. Donc, voilà, si on veut aller voir comment c'est l'activité biologique des champignons, on va peut-être utiliser des éléments qui sont plus lignifiés, donc on pourra regarder à quelle vitesse se décompose la lignine. Donc là, on sait qu'on va taper sur l'activité fongique de son sol. Voilà. Vous voyez, en fonction de ce que l'on veut tester, on va choisir telle ou telle méthode. Et donc, dernière partie de ma présentation, l'idée c'est de voir, voilà, on pose souvent la question, comment les pratiques agricoles et cette fertilité du sol que je viens de rapidement balayer peut permettre de s'adapter au changement climatique. Alors déjà, un cadre important, c'est que, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans une outil qui s'appelle agroécologie, innovation et territoire, et on dit toujours, c'est quoi l'agroécologie? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas une définition de l'agroécologie, et en même temps, c'est ça qui est très bien, c'est que pour nous, l'agroécologie, c'est un cadre de réflexion, et qui repose sur le fait qu'on travaille à des alternatives à une agriculture intensive, c'est-à-dire qu'il y a recours quasi exclusivement, en tout cas en grande partie, aux intrants. Et donc on remplace l'utilisation des intrants par des fonctions permises par le milieu, et en réduisant au maximum leur usage, ça veut dire forcément en s'en passant. Donc on va voir qu'on a des systèmes qui visent à s'en passer, les systèmes en bio par exemple, mais que ce n'est pas les seuls qu'on englobe dans cette définition d'agroécologie. Et autre point important pour nous, c'est qu'on va au-delà des systèmes seulement agricoles, mais on est à l'échelle des systèmes alimentaires viables. Et donc dans l'agroécologie que l'on porte au sein de l'unité à laquelle j'appartiens, on ne s'arrête pas à la sortie de la benne récoltée sur la parcelle, mais on regarde comment s'intègre finalement cette production dans une démarche plus globale à l'échelle d'un territoire pour aller sur le système alimentaire. Donc voilà la définition qu'on peut en donner. Et donc de cela, vous voyez qu'on peut essayer de se dire concrètement, en fonction d'un gradient de diversification spatiale et temporelle des productions. Alors là, j'insiste, par contre, pour nous, la clé, c'est la diversification. On pourra en discuter longuement, mais mettre des couverts, ça fait partie de la diversification. Même dans un système de monoculture de maïs, c'est déjà une première étape de diversification. Mais évidemment, dès lors que vous allez avoir des prairies, comme c'est le cas pour beaucoup ici, ou des rotations, ou en tout cas des successions culturelles importantes, on est déjà dans ce cadre-là. Et l'idée, c'est de pallier progressivement à une réduction de l'intrant de synthèse,
Bon, j'allais dire que les prix actuels aujourd'hui nous font prendre conscience qu'il y a peut-être un enjeu important à accélérer cette transition et ce remplacement. Et puis, du coup, on positionne différents systèmes de production. Et pour nous, clairement, les voies aujourd'hui qui ne sont pas inintéressantes, qui sont déjà une première étape d'agriculture raisonnée ou de précision, on n'oppose pas, nous, les systèmes, mais pour nous, ne rentrent pas dans ce cadre global de l'agroécologie. On est encore au début. C'est la première marche. Et là, on va plutôt aller vers ce qu'on appelle, nous, notre cadre conceptuel, où on va aller vraiment sur des systèmes qui mobilisent la diversification dans l'espace et dans le temps des cultures, le retrait d'intrants forts, la réduction du travail du sol, ou en tout cas l'économie de fuel au maximum dans nos systèmes aussi, et jusqu'à des systèmes, pour le coup, très diversifiés d'agroforesterie. Et puis, ce que j'ai mis entre parenthèses, on n'est plus dans des systèmes agricoles, des écosystèmes qui seraient forestiers, qui sont évidemment ceux qui maximisent les fonctions écosystémiques. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, la clé, c'est le couplage de ces cycles. Et donc, pour nous, l'agroécologie, c'est une zone de compromis. Il n'y a pas de système miracle. Il y a des systèmes qui répondent plus ou moins bien à un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe. Tout l'enjeu, c'est de discuter, de ne pas être dogmatique, d'être pragmatique, et de se dire comment telle ou telle voie me permet d'atteindre au maximum mes objectifs. Ici, si on veut lutter contre des problématiques d'érosion des sols massifs, parce que les matières en suspension sont la problématique centrale pour le Vior, on ne va pas mobiliser exactement les mêmes leviers que quelqu'un qui dirait nous, la problématique, c'est avant tout les pesticides dans l'eau, et donc on va passer tout le territoire en agriculture biologique. On sait que l'agriculture biologique aujourd'hui peut être source, par du travail du sol, d'émissions de matières en suspension. Donc si l'enjeu premier, c'est la lutte contre l'érosion, on ne va pas mobiliser exactement les mêmes leviers. Donc c'est une zone de compromis, une zone de discussion qui est important à avoir en tête. Et encore une fois, le système miracle, à ce jour, n'existe pas, et en même temps, ça serait presque triste qu'il existe, parce qu'on serait complètement homogène et ça inhiberait toute innovation. Et donc, je vais très rapidement maintenant décrire quelques leviers pour adapter nos systèmes de culture aux effets du changement climatique. Alors déjà, reposer le cadre. Jusqu'à peu de temps, on disait globalement, ce qui se passe en France, c'est qu'on va avoir, bon an mal an, les mêmes pluies distribuées sur l'année, mais avec des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Et donc, en gros, les pluies vont se concentrer sur 2 périodes, vont être intenses, et puis le reste du temps, on aura des périodes de sécheresse plus longues. Ça, c'est un petit peu ce qu'on entend, sauf que le petit plus à tout ça, malheureusement, c'est qu'on se dit que finalement, c'est pas forcément en France qu'on aura la même quantité de pluie. On l'a très bien vu cette année, c'est que la distribution est à l'échelle mondiale. Nous, on était dans une période de sécheresse terrible. Le Pakistan était sous l'eau. Et donc, il n'est pas sûr qu'on ait la même quantité de pluie. Ça reste très compliqué à estimer. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le régime va changer et qu'on va avoir des intensités plus fortes. Voilà. Mais on n'est pas sûr d'avoir toujours les mêmes millimètres. Et puis en plus, en France, ça va varier également. Et donc, là, il y a 5 leviers, il y en aurait d'autres. On pourra en discuter d'autres. Mais là, j'en ai mis 5 prioritaires. S'il y en a des pluies très importantes qui arrivent et qui sont violentes, la première chose à faire, c'est d'absorber l'énergie cinétique de la pluie. Un matelas qui vient amortir les gouttes d'eau, c'est déjà le premier facteur. Et donc là, on va voir ce qu'on peut faire. Le deuxième levier, c'est stabiliser les agrégats du sol. Le troisième levier, donc là, on amortit, on stabilise, on infiltre. Il faut évacuer. Donc on accroît les capacités d'infiltration. Et évidemment, à d'autres échelles, on va créer des ruptures de pente, réduire les longueurs de parcelles quand on a des choses qui sont déconnectées de réalité de fonctionnement hydraulique. Et donc là, on va commencer à repenser des aménagements extra-parcellaires en interaction avec ce qui se fait avec les syndicats, avec les gens qui travaillent sur les replantations de haies, de répicides et autres. Il faut réfléchir ça de façon intelligente. Et puis, on va, donc ce que je viens de dire, maintenir et réintroduire ces infrastructures agroécologiques, c'est le nom qu'on leur donne, à la périphérie des parcelles. On ne fera pas tout à l'échelle d'une parcelle. On peut faire beaucoup de choses. Les 3 premiers, on peut les faire. Le reste, il faut compter sur le milieu et l'aménagement intelligent du milieu. D'autant, encore une fois, que je vous l'ai dit, qu'on aura des flux de plus en plus importants parce qu'on a en parallèle des surfaces d'infiltration qui diminuent. Alors j'imagine qu'en Aveyron, il y a encore des territoires massivement agricoles. Moi, je viens du Tarn, c'est un peu pareil. Mais quand même, on voit apparaître dans des endroits qui étaient très agricoles, des paysages mités avec des bâtiments, etc., qui se mettent en place et qui sont des surfaces d'infiltration réduites. Et en parallèle, on a des périodes de sécheresse qui vont être plus longues, plus extrêmes, des températures très, très élevées. Cette année, moi, sur nos dispositifs de recherche, on avait des températures relevées dans l'île de semences de 50 degrés en été. En 50 degrés. D'ailleurs, le lien avec des capacités de couvert à germer, on a un gros enjeu là-dessus, pouvoir faire germer des plants dans ces conditions. Donc là aussi, quelques leviers rapides. Je ne les détaillerai pas tous. Cet après-midi, on en parlera.
Évidemment, le premier levier, c'est la diversification. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si on a toute son exploitation qui a qu'une ou deux espèces, forcément, vous allez prendre un carton si on n'a pas de capacité d'irrigation à un moment donné, etc. Donc la diversification, ça reste la voie. Quand je dis ça, évidemment, j'ai bien conscience que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les filières adaptées, qu'il faut qu'il y ait la logistique adaptée pour faire circuler ça. Mais à un moment donné, il va quand même falloir s'emparer du problème. Quand j'étais hier en discussion avec des coopératives qui disaient nous, c'est simple, on gère que du maïs, ça pose question. Quoi. Oui, d'un point de vue logistique, technique pour les conseiller, conseiller qu'une seule espèce, c'est simple. Mais là, on est dans un mur en termes de durabilité. Donc il faut l'avoir en tête. Adapter ces itinéraires techniques, on peut avoir des stratégies d'esquive. Alors, c'est pas toujours gagnant-gagnant, parce que là, par exemple, on a vu des gelées très tardives au printemps, et donc d'avoir avancé les dates de semis, ça peut avoir un impact. Et là-dessus, on n'est pas très au clair de comment ça va évoluer. En tout cas, c'est partie du panel d'outils qu'on peut avoir. Et puis, évidemment, on va maintenir ces sols couverts pour tamponner les effets de sécheresse par des plantes, certes, mais par un mulch si on veut limiter l'évaporation, conserver de l'eau dans le sol, et puis améliorer un peu les capacités de rétention en eau du sol, sachant que j'y reviendrai cet après-midi, on ne peut pas non plus envisager qu'on va exploser la taille de réservoir utilisable. On va l'augmenter, mais surtout on va améliorer son mode, sa dynamique de fonctionnement. Et ça, c'est important, évidemment. Alors, on a eu un projet sur le territoire Adour-Garonne pendant plusieurs années qui s'appelait Bagage, où on était chez des agriculteurs principalement, qui étaient en agriculture de conservation ou agroforesterie. On n'avait pas beaucoup d'agroforestiers quand même. En tout cas, les plantations étaient assez récentes. Et donc, on a plutôt travaillé quand même les systèmes d'AC, avec ce triptyque-là, de ce que j'ai déjà évoqué. Et très clairement, on a pu mesurer, alors là je ne donne pas beaucoup de résultats quantitatifs, mais que je pourrais les détailler cet après-midi également, la présence du couvert végétal, la présence d'un mulch. Ici vous voyez des choses différentes. Alors on ne voit pas très bien sur la photo, mais là c'est du maïs qui pousse dans un couvert de veste avoine. Là très clairement détruit chimiquement, et là aussi on l'assume. On est aussi sur des pratiques qui sont calées à des réalités agricoles. On regarde ce que ça donne. Nous on suivait le devenir du glyphosate, pour ne pas le citer, dans les sols. On regardait comment ça se passait. Là, c'était un couvert détruit mécaniquement, c'était de la févrole pure à forte dose. On était à 230 kg hectares volontairement parce que sinon on a des trous dans la févrole et on ne voulait pas avoir trop de mauvaises herbes, parce que là on voulait faire une destruction mécanique. Ça marche aussi pas mal, alors on a fait ça sur plusieurs années. Donc voilà, là vous avez une forme de diversification de culture de rente, alors des trucs un peu anecdotiques pour nous parce que ça s'amuse, de soja tournesol. Quoique on est sur un projet européen, le soja maïs revient plein pot dans plein de pays européens, l'association des deux. Ça peut être intéressant. Soja tournesol, c'était plus parce qu'on travaille ces plantes-là, donc on voulait voir les interactions. De façon plus courante, ici, vous avez des mélanges pois-blé. C'est pas forcément aberrant, parce que du coup, on a des occupations spatiales différentes et on a des interactions entre plantes qui fonctionnent bien. On a des systèmes bio sujets à l'érosion, par exemple. Ces mélanges-là sont intéressants et évitent d'accroître encore de la sensibilité à l'érosion. Alors, là, je résume. Globalement, c'est plein d'études synthétisées sur ces courbes. Retenez, ça marche. Alors les Américains sont très pragmatiques, eux. Ils aiment bien du quantitatif. Eux, ils nous ont fait une liste, vous voyez, à plus d'une tonne de résidus par hectare, vous voyez, le ruissellement est quasiment inexistant et l'érosion, elle est nulle. Donc ils sont partis du principe que quand on avait plus d'une tonne exactement de résidus, qui correspond à peu près à 30% de la surface du sol couverte, ce qui est rapidement atteignable. Voilà, les gens avaient quasiment stoppé le ruissellement et l'érosion. On peut revenir un peu sur les chiffres, mais ça marche globalement dans toutes les situations. Nous, on a testé ça dans le Gers avec des simulations de pluie, ça marche bien. Et là, on est en train de développer un nouveau prototype de simulateur de pluie adapté à la recherche. On a besoin de répéter les mesures, que ça soit stable. Et les premiers essais qu'on a pu faire, ça confirme tout ça. Simplement, on va un peu plus loin, on va aussi voir la partie qui s'infiltre, comment elle se redistribue dans le sol. Donc là, je passe, il y a des... En plus, vous ne voyez rien, mais on a des outils pour visuellement se rendre compte de ce que c'est 30%, 40, 50, 75% de résidus. Maintenant, il y a des applications de téléphone qui font ça aussi très bien. Ça ne coûte rien du tout, on prend la photo, on a tout de suite le pourcentage de couverture du sol. C'est pas que valable pour les grandes cultures. Là, j'ai mis quelques publications. Ça marche en vigne, ça marche en verger. Les niveaux de réduction du ruissellement et de l'érosion, dès lors qu'on a ce mulch, il n'y a pas de souci. Évidemment, là, le deuxième levier, je vais l'évoquer, c'est stabiliser les agrégats. Alors, tout mon petit schéma de tout à l'heure, vous avez vu, j'ai des argiles, j'ai une matière organique. La matière organique, c'est vraiment le liant de tout ce qu'on vient de discuter, d'où le lien avec mon carbone du début. Plus vous allez avoir matière organique, là aussi, on peut pinailler, et c'est ce qu'on fait en recherche, on essaie de bien comprendre la nature et quel type de matière organique joue quel rôle particulier. Mais un message quand même clé, c'est que globalement, aujourd'hui, il faut arrêter de faire les fines bouches, il faut de la matière organique dans nos sols. Peu importe, je vais dire presque
d'où elle vient, on faut quand même regarder sa qualité, il y a des matières organiques qu'il faut apporter avec précaution, mais globalement, quand on reste découvert ou autre, on ne se pose pas la question, on met de la matière organique. Et là, vous avez une illustration très visuelle du slide test. Voilà, ici une parcelle la même, coupée en deux, labourée annuellement, agriculture de conservation. C'est visuel, c'est aussi démontré. Là, vous avez notre visualisation de la rugosité des agrégats. On est sur la parcelle de tout à l'heure. Là, c'est l'agriculteur qui fait du travail superficiel en maïs depuis 5 ans simplement à la photo, et là en labour. Et déjà, au bout de 5 ans, vous voyez qu'il y a des agrégats parce qu'il y a du travail du sol, mais ils résistent mieux aux actions des pluies et des irrigations. L'angulosité des agrégats, se mesure, hein, on a des outils pour ça, bah, ça résiste mieux. Donc, le milieu, alors que là on a fermé la surface, et donc les capacités d'infiltration sont réduites. Là je vais passer. Ah oui, alors, dans les systèmes agricoles, ça va être largement détaillé tout à l'heure, je ne parlerai pas du tout, mais le levier principal quand on n'a pas d'élevage, c'est évidemment mettre des couverts sur ces sols. C'est la première source de matière organique quand on n'a pas d'influents organiques à apporter. Et pour amorcer ce qui sera dit cet après-midi, quand on parlera de rétention d'eau, en fait, il faut avoir en tête que tout ça, c'est très dynamique dans le temps, tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Et le plus important, c'est de le cerner. C'est très compliqué à cerner. Ici, vous avez juste, regardez, c'est parce que ça après la flèche apparaît, mais là, c'est un travail du sol, un labour en mars, fin mars, et là, on est début juin. Regardez l'état de surface, c'est la même parcelle. Hein. C'est la même parcelle, il n'y a pas eu d'orage, c'est les pluies naturelles qui se sont passées sur la parcelle, sur un sol limoneux de vallée alluviale, pauvre en matière organique. Il y a une dynamique temporelle très très forte. Et donc vous comprenez bien, nous on fait des mesures pour quantifier, mais déjà visuellement on se rend bien compte qu'une goutte d'eau qui va arriver là-dessus, elle va avoir du mal à s'infiltrer. Pour peu qu'il y ait de la pente, elle va ruisseler. Donc la partition infiltration-ruissellement, elle est très largement déséquilibre en faveur du ruissellement. Et donc ça on le regarde de façon globale, voilà ce qui se passe. Ici vous avez la densité, donc le niveau finalement de porosité du sol. Donc là, le sol, il est peu dense, donc très poreux immédiatement après le labour. Et puis vous voyez que très rapidement, il se redensifie. Moi, j'avais simulé qu'en 3 semaines, on avait perdu 80% de la porosité créée par l'opération de travail du sol. C'est colossal. Alors ça peut varier sur un type de sol, la quantité de matière organique, mais ça va beaucoup plus vite qu'on le pense. La redensification, c'est maximum 2 mois. Vous revenez dans un maïs, travaillez en fin mars, vous revenez début juillet, ou fin juin, et bien vous aurez perdu l'essentiel de la macroporosité créée par les opérations de travail du sol. Et inversement, du coup, plus le sol devient dense, moins il y a de cette porosité totale dans le milieu, et en plus celle qui n'est pas très bien connectée, les capacités d'infiltration s'effondrent. Quand on regarde des sols qui sont très peu perturbés, souvent ils sont plus denses, et en particulier post-opération de travail du sol dans le système, si on prend le système de comparaison, labour. Et souvent ils sont plus denses. Je dis plus denses parce que, encore une fois, pas plus compact, plus dense. Il y a moins de porosité totale, sauf qu'elle fluctue moins dans le temps. Et du coup, les capacités d'infiltration sont également stables. Alors là, j'ai pu mettre, voilà, alors des stagiaires, hier on dit que c'est des esclaves, oui, mais c'est le nom aujourd'hui adopté en France. On use des stagiaires et pour faire plein de mesures. Là, c'était une batterie d'étudiants qui ont fait une quantité de mesures folles, donc j'en profite d'ailleurs, je les remercie systématiquement, mais d'infiltration à différents niveaux de profondeur, à différentes dates, sur différents sites agriculteurs. Plus de 1200 points de mesure, c'est monstrueux. Ils ont fait un boulot potentiel. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez ici les mesures d'infiltration à 5, 10, 0,5, 5, 10, 15, 20, 20, 50, 25, 50, dans des sols labourés, en agriculture de conservation. C'était les parcelles couples que nous avions. Et là, alors, on ne le lit pas bien, mais c'est automne 2016, printemps 2017, automne 2017, été 2018. Ça, c'est un site sur des sols limoneux du Gers. Là, on est sur des terres noires du Béarn. Très bonne terre agricole, et puis là on est dans le Tarn sur un sol. Le message à retenir de tout ça, c'est que globalement, si on prend la moyenne bête et méchante, on fait la moyenne de toutes nos mesures, on regarde ce qui se passe, déjà on est au moins 2 à 3 fois plus élevé en termes de conductivité, de capacité du milieu à faire infiltrer l'eau, dans un sol non travaillé, en agriculture de conservation, système conventionnel précis, donc là il y avait des produits qui étaient utilisés sur une parcelle, pas dans du bio, mais on a des capacités d'infiltration qui sont largement accrues. Et surtout, je vous dis que c'est une moyenne bête et méchante parce que là, typiquement, quand on fait la moyenne au printemps, c'est post-travail du sol. Or, cette valeur compte pour 1, mais dans le temps, elle est très peu valable. Sauf qu'il faudrait pouvoir faire plein de mesures, encore plus que ça. Et là, pour le coup, c'est pas des stagiaires, c'est pas 3-4 stagiaires qu'il faut chaque année, c'est beaucoup plus. Si vous
vous en avez à me dénoncer, je prends. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on applique une valeur moyenne, parce qu'on ne sait pas encore faire mieux, on va progresser là-dessus, mais il faudrait pouvoir tenir compte du temps pendant lequel cette valeur est valable. Et ce qu'on se pose du coup beaucoup moins comme question en agriculture de conservation, parce qu'on voit que les modalités, là vous l'avez, là vous l'avez, là vous l'avez, vous voyez que dans le temps, globalement c'est pratiquement pareil. Alors que là, sur la même saison culturelle, c'est là, puis poum, ça tombe là. Là, c'est là, poum, ça tombe là. Là, on est là, poum, on tombe ici. Alors que là, c'est ici, ici, ici. C'est stable. Voilà, donc j'ai fini, je pense, puisque ça, j'en reparlerai, c'est la rétention d'eau dans les sols. On s'est amusé, ça je l'ai dit tout à l'heure, à le quantifier. Et là, j'ai une illustration pour dire que globalement, on augmente un petit peu la rétention d'eau. Vous l'avez ici sur 50 cm, on a calculé, donc vous avez tous les horizons. La quantité d'eau retenue dans nos sols, c'est assez lourd à mesurer aussi, hein, ça ne se fait pas facilement. Mais là, vous avez l'agriculture de conservation sur la première parcelle et la parcelle voisine en labour. Et vous voyez, bon, c'est en faveur de l'AC. Là, on est à plus 15% ici. Là, on est à plus 8%, je crois, de mémoire. Et là, on avait un gros différentiel. On est sur des argilo-calcaires. On avait presque 20% de plus. Ce qui s'explique notamment par un gain énorme de carbone sur cette parcelle-là. C'est un agriculteur qui a, pour le coup, 40 ans d'agriculture, 35 ans d'agriculture de conservation. Donc c'est assez intéressant, ça va dans le bon sens. C'est quand même moins que ce qu'on entendait dire en termes de taille de réservoir utilisable. Mais en fait, encore une fois, c'est pas tellement là-dessus que ça joue, c'est que cette rétention, ce réservoir, il va être mieux rempli parce que les capacités d'infiltration sont stables. Donc c'est, à mon avis, j'espère pouvoir développer des travaux pour continuer à comprendre ça, mais c'est pas, la taille augmente un petit peu du réservoir utilisable, mais c'est surtout sa fréquence de remplissage et de vidange qui va fonctionner et qui va nous être utile pour éventuellement passer des épisodes de sécheresse importants. Ici, une dernière illustration que je n'aurai pas le temps de montrer cet après-midi. J'espère que si ça ne marche pas, voilà, si ça marche. Voilà. Vous voyez juste, je la mets souvent cette vidéo, c'est la même parcelle, je remettrai la photo après, et c'est des agriculteurs qui ont fait le trou à la pelle bêche. Ici, vous avez une parcelle qui a 20 ans d'agriculture de conservation, 20 tonnes de carbone en plus par hectare que la parcelle voisine. 1 tonne de carbone par hectare et par an, c'est monstrueux. C'est une augmentation très élevée de carbone. On part de bas, donc il est toujours plus facile de corriger un sol qui est dégradé et de faire augmenter qu'un sol qui est déjà très riche, on est d'accord. Et puis là, on est chez quelqu'un qui était éleveur, qui avait des effluents, des fumiers, et qui a mis beaucoup de couverts, et qui n'a pas hésité non plus à de temps en temps mettre un tour d'eau sur ses couverts, parce qu'à l'échelle de son système, il avait la même quantité d'eau qui était distribuée par rapport à une monoculture de maïs. Mais lui, il a une diversification, il a du maïs, soja et il avait des métailles. Je dis il avait parce qu'il a arrêté l'élevage, mais voilà. L'idée, c'était d'avoir un système qui commence à devenir vertueux en termes de carbone. Et là, ce qu'on voit, on a un sol qui est frais, il n'y a pas d'eau libre, alors que là, quand on a fait trop la pelle d'èche, à 25 cm, on a de l'eau libre qui s'est coulée. Pourquoi? Vous créez une zone dans laquelle il n'y a plus la pression du sol, il n'y a que la pression atmosphérique, donc il y a moins de pression dessus, donc l'eau sort à cet endroit-là. Et c'est de l'eau qui circulait de façon plutôt horizontale à subhorizontale. Donc c'est de l'eau qui s'infiltre moins bien. Je ne dis pas qu'elle ne s'infiltre pas, ça s'infiltre moins bien parce qu'il y a une discontinuité hydraulique. Et là, on est dans une parcelle où il n'y a pas de semelle de labour. C'est juste le fait de tous les ans casser les tuyaux qui auraient pu être formés. Et bien, on crée cette zone-là. Et je ne dis pas que c'est grave ou pas grave, je vous dis simplement c'est un constat. Et du coup, on a un régime hydrique qui est très différent. Ici, on va avoir une infiltration de l'eau sur l'ensemble du profil de sol, alors qu'ici, et c'est valable en période d'irrigation aussi, vous allez avoir une discontinuité qui s'opère et une circulation qui va être horizontale à sub-horizontale, et donc une réalimentation en profondeur qui sera moins bonne. Des racines qui ne vont pas forcément aimer quand ça va stagner un peu en été, ça c'est des observations que j'avais fait également, parce qu'à 25 cm, il y a de l'eau qui circule plus ou moins bien et qui font que les racines aiment. Voilà. Ça, je termine par cette synthèse que j'aurai l'occasion de redétailler cet après-midi. Globalement, on agit sur l'ensemble des processus qui régissent le devenir de l'eau dans la parcelle, en améliorant l'infiltration par les pratiques. Alors, volontairement, et il ne faut pas en tenir compte, c'est pour ça que c'est un schéma que je montre, mais je vous demande d'oublier, on sépare les deux, évidemment, il faut combiner les deux. Aujourd'hui, il est impensable de ne faire que du non-travail du sol, on se plante, on le sait, il faut associer les couverts. Et donc, le non-travail du sol seul aurait tendance, et vous voyez, c'est pour ça que j'ai une bibliographie, parce qu'on ne le fait plus, à augmenter l'évaporation. C'est rouge parce qu'on ne le veut pas, c'est à éviter, et ça favorise, parce que remontée capillaire. Donc évidemment, si vous faites que du SMIC direct, par exemple, ça a été le cas pendant un moment. Sans maintenir un mulch, sans avoir des couverts associés, vous allez avoir ce risque-là. Et alors que si vous mettez votre plante de couverture et votre mulch à la surface du sol, vous allez fortement limiter, et c'est ce négatif-là en vert qui gagne. Le bilan, il est en faveur d'une réduction de l'évaporation.
on réduit fortement le ruissellement, on favorise l'infiltration, on améliore un peu, vous l'avez vu, l'eau qui est retenue dans le sol, qui va être utile, mais un peu. Mais par contre, on réalimente plus régulièrement cette eau par une meilleure infiltration. Et là où on peut discuter, c'est souvent ce qui nous est dit, c'est ok, maintenir des couverts sur un sol, ça va forcément réduire la quantité d'eau disponible pour la culture de rente. Donc là, je vais impulser un moins, parce que déjà, c'est pas toujours le cas. Ça va dépendre vraiment des conditions du milieu. Donc ça veut dire qu'il faut suivre l'état hydrique de son sol avec des indicateurs un peu simples, d'une part. Il peut y avoir des fois des stratégies de détruire ces couverts un peu plus tôt si on a peur. Moi, j'entends tout. Là-dessus, j'ai pas suffisamment de recul. Je pense que Frédéric va en parler. Aujourd'hui, j'ai aussi des agriculteurs qui me disent « Je préfère, tant pis, laisser mon couvert parce que je sais que l'eau qui va tomber, ou s'il le faut, et ça, c'est quand on est irriguant, on a ce levier supplémentaire, je mettrai un trou d'eau un peu plus tôt parce que de toute façon, l'eau, comme il y a une meilleure partition vers l'infiltration par rapport au ruissellement, elle est mieux valorisée. Et donc, même si j'ai un peu entamé mon réservoir utilisable par mon couvert avant ma culture de rente, ça se voit plus. Et c'est vrai que nous, on a suivi 60 fermes dans le cadre du projet à Bagage. On doit constater que même les personnes qui détruisaient tardivement leur couvert ont rarement eu, enfin nous on n'a pas, je dirais pas eu parce qu'on n'a pas quantifié, de diminution de rendement, d'impact ou de surconsommation d'eau d'irrigation sur la culture de rente qui suivait. Donc à mon avis c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais à creuser, et là pour le coup, je ne serais pas péremptoire en me disant exactement ce qu'il faut faire, il faudra travailler. Voilà, alors du coup, bon, évidemment des effets très positifs que je viens d'évoquer. Alors pas tous, il y a évidemment, quand on regarde des systèmes d'agriculture de conservation forts, en aparté, on en parlait jusqu'à présent, on a encore besoin de travailler sur la faiblesse qui est la dépendance aux herbicides, notamment du glyphosate. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plutôt en mettre, je suis en train de dire que nous, côté recherche publique, on se doit de travailler à des systèmes qui essaieront de s'en passer, parce que à un moment donné, se dire qu'un système repose sur une solution unique, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas forcément non plus complètement durable, on doit travailler la question. Mais aujourd'hui, ça reste des systèmes qui apportent beaucoup d'effets positifs sur ce qu'on vient d'évoquer. Et donc, sur la gestion qualitative de l'eau, on continue à travailler la question. Et je suis souvent questionné sur le devenir du glyphosate, est-ce que c'est grave là? Évidemment compliqué de répondre parce qu'on est multicritères et si l'objectif premier, il est, comme évoqué, remettre du carbone dans ses sols, stabiliser ses sols, infiltrer plus d'eau, éviter l'érosion, quelquefois il faut se dire ok, j'accepte qu'on soit en système conventionnel et avoir un usage réfléchi et raisonné du glyphosate. Moi, ça ne me choque pas. Nous, côté recherche publique, on travaille sur, et d'autres aussi, pas que d'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs, sur des stratégies alternatives. Donc on a encore du boulot. Voilà, j'ai fini. Comment on fait il y a des informations très intéressantes. Comment on fait pour les diffuser au niveau des agriculteurs? Quels sont les moyens qu'on prend pour les diffuser aux agriculteurs? Ces informations, qui peuvent être appliquées. Là, pour le coup, on interagit avec les organismes de développement, les groupes d'agriculteurs qui sont déjà plus ou moins qui sont formalisés pour certains, les GI2E, des groupes autour de l'agriculture de conservation, il y a déjà des groupes qui existent, il y a les réseaux sociaux, il y a multiples canaux de diffusion, d'interaction, des réunions comme aujourd'hui, c'est un exemple. Et je vous dis, j'étais hier dans les Hautes-Pyrénées, alors c'était sur un autre sujet, mais on a abordé quand même des questions d'agronomie, donc c'est via ces canaux-là qu'on peut le faire. Alors, moi je suis dans un organisme de recherche, mais en étroite relation, puis en plus on est sur des questions très finalisées, nos objets de recherche intéressent directement les agriculteurs, et je vais vous dire, on fait nous de ce qu'on appelle, 80% de notre activité aujourd'hui de recherche, elle est située chez les agriculteurs. C'est-à-dire que nos dispositifs sont chez les agriculteurs, pour plein de raisons, mais j'ai évoqué ça à Frédéric tout à l'heure, aussi parce que sur nos dispositifs expérimentaux, on a du mal à faire bouger les lignes, et donc on trouve plus d'innovation, une chose intéressante à étudier chez les agriculteurs, donc c'est quand même un constat qu'on fait et que j'assume, j'essaie de faire reculer les choses chez moi. Nul n'est prophète en son pays. Et par exemple, les couverts, on a des équipes qui sont très frileuses sur la mise en œuvre, alors que techniquement, ils sauraient faire, on le fait dans le cadre de thèse. Donc voilà, par des canaux de travail avec les agriculteurs, et puis on répond aussi aux sollicitations quand il y en a, donc diffuser l'information, c'est aussi vous qui pouvez le faire. Juste oui. la question aussi. Allez, Muriel. On propose très régulièrement dans l'année des formations sur la fertilité des sols, sur la connaissance du sol, le fonctionnement du sol. On travaille avec les gens, les Thomas, les gens de l'écosystème, on fait des formations et on a un groupe là, qui fait des
formations sur l'agriculture biologique de conservation. On crée des groupes d'échange à l'issue de ces formations. Et voilà, c'est aussi un vecteur, une façon de diffuser ces connaissances et aussi de vous suivre après derrière sur le terrain pour la mise en application. Parce que c'est pas toujours évident, quand on a des interventions comme ça qui sont super, derrière de se l'approprier et essayer de le mettre en pratique. Donc voilà, c'est un petit message aussi que je passe. J'ai une formation par exemple la semaine prochaine sur la fertilité du sol et la réduction des coûts des engrais. J'arrive pas à recruter, j'ai que 6 personnes dans ma formation. Et voilà, et pourtant ça fait écho totalement à ce genre de choses. Donc on propose des choses. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être disponible, d'être voilà. Avec les éleveurs, c'est pas toujours facile non plus, il y a beaucoup de travail aussi, mais sachez qu'on fait pas mal de choses quand même. D'autres questions? Bonjour, vous avez expliqué en début de votre intervention que la surface agricole diminuait, qu'il y avait moins de surface agricole pour nourrir la population. Est-ce que la notion d'agroécologie est compatible avec une agriculture productive? Bah, dans la définition que j'en ai donnée, oui, a priori. En tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à tester. Alors, productive avec quand même le périmètre que j'évoquais, c'est-à-dire accepter qu'on soit de toute façon, qu'on doit être moins dépendant des intrants, pour plein de raisons. Le coût actuel des intrants, une illustration concrète, l'azote, le phosphore est non renouvelable à l'échelle des générations et on n'a plus de phosphore. Les mines, d'ici 20 à 30 ans, elles seront quasiment épuisées. Donc on a un vrai souci d'accès aux intrants. Donc il faut qu'on travaille des systèmes qui seront les plus productifs possibles en mobilisant un maximum les leviers que j'évoquais pour valoriser les intrants. Je vais prendre un exemple très concret sur le phosphore. Les légumineuses ont des capacités d'extraction du phosphore qui sont quasiment doubles des graminées. Quasiment. Par tout un mécanisme enzymatique, par leur système racinaire. Elles le rendent plus disponible. Ben voilà. Or, aujourd'hui, les légumineuses dans nos systèmes français, on va dire qu'on n'en a pas, mais quasiment pas, quoi. Il y a peut-être quelques cas particuliers, chez les éleveurs on va en trouver, mais on a besoin de faire progresser ça. Donc, déjà, vous voyez, là on touche du doigt des leviers agroécologiques concrets. C'est comment améliorer la biodisponibilité d'éléments qui ne le sont pas forcément via l'utilisation de plantes de service ou dans l'agriculture. Et du coup, c'est compatible avec la production parce que de toute façon, sans phosphore, vous pénalisez la production directement. Après, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que la bio, par exemple, peut être un modèle de... Voilà, et ça, c'est autre chose. C'est pas, comme vous l'avez compris, moi, l'agroécologie, c'est suffisamment un cadre englobant pour qu'on retrouve quand même des systèmes de culture qui soient pas forcément sans intrants de synthèse complètement. Et je pense que les systèmes bio, objectivement, enfin l'agriculture biologique va aussi devoir se questionner. On a aujourd'hui des systèmes bio qui sont absolument pas durables dans l'usage des ressources naturelles. Donc il y a un enjeu fort à re-questionner le modèle et la définition du périmètre biologique. On les appelle, je suis volontairement provocateur, mais j'appelle ça des biominiers. C'est des agriculteurs bio qui vont utiliser la ressource et tout ce qu'ils avaient pu mettre de côté en tant que conventionnel, qui aujourd'hui s'appauvrissent en termes de ressources sol. Et donc on voit que d'ici 15-20 ans, c'est celles qui vont avoir un souci. Donc évidemment, c'est pris en compte. Dans notre cadre de réflexion, c'est pris en compte. Oui, deux questions. Je voulais savoir en fait si vous travaillez sur le biochar dans les zones et justement débutant, Alors il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le biochar. Sur l'aspect purement agronomique, on est probablement les plus en retard parce que le coût du biochar fait qu'aujourd'hui dans les applications de grande culture, alors agronomique grande culture, c'est pas encore très compatible. Par contre, il y a des équipes à Montpellier qui travaillent sur la réflexion de dispositifs basés sur du biochar pour épurer et positionner ça intelligemment dans un bassin versant. Donc c'est en gros dans des sorties de collecteurs de drains, positionner du biochar pour le rôle de rétention des phytos qu'il va avoir. C'est l'équivalent de filtre à charbon. C'est du charbon le biochar, pour faire très simple, issu de la pyrolyse, donc d'un brûlage à très très haute température de résidus organiques. La petite blague à part, c'est que les tout premiers à avoir travaillé dessus, ils allaient sur les sites de lancement des fusées pour aller chercher les premiers biochars, c'est là qu'il est prélevé. Et aujourd'hui, il y a 15 jours, j'étais à Lyon à discuter avec Suez. Et Suez, ils ont par exemple, dans leur process de traitement et de gestion de déchets,
ils produisent beaucoup de biochar. Et du coup, ils me disent, est-ce que ça vous intéresse? C'est vrai qu'il faut qu'on regarde le coût. À mon avis, il y a des applications agricoles intéressantes. Alors, soit sur des dispositifs ponctuels dans des bassins versants pour épurer de l'eau qui circulerait, et dans les sols. Alors, du coup, dans les sols, en grande culture, il n'y en a pas. Il y a des applications en maraîchage, donc des équipes qui travaillent sur le maraîchage commencent à en utiliser. Des ateliers du hydro-rétenteur, donc rétention d'eau. Et après, j'ai vu passer des travaux, alors je ne suis pas sûr que chez nous il y en ait, mais des collègues italiens au moins, sur des vergers. Mais en grande culture, on n'a pas appliqué de biochar dans des dispositifs à ce jour. Mais ça fait partie des questions qu'on a, qu'on va devoir traiter. Parce qu'en plus, on stabilise, c'est du carbone très stable, donc on réenrichit. Et c'est pas un carbone qui rentre dans le pool de dynamique des matières organiques. Donc attention, d'un point de vue fertilité du sol, il joue, mais il rentre dans la catégorie des matières organiques ultra stables qu'on peut avoir. Donc il y a des travaux, mais plutôt dans la logique épuration, dans chez nous, et à Montpellier, et en système maraîcher. Sur les leviers d'enrichissement en matière organique des sols, vous avez parlé des couverts, et sur les effluents d'élevage, comment ils se positionnent par rapport aux couverts, et quelles seraient finalement les meilleures pratiques. Alors sur les effluents d'élevage, il y a une telle diversité d'effluents d'élevage, et là pour le coup, je me dis que vous avez des éléments aussi disponibles. Il y avait tout un groupe régional qui avait fait de très bons documents sur la qualité des effluents d'élevage. C'est une énorme boîte de Pandore que je ne vais pas ouvrir maintenant. Mais si vous avez des lisiers ou si vous avez des fumiers bien compostés, ça n'aura rien à voir en termes d'effet sur la fertilité du sol. Un lisier, on va être à 90% d'action minérale et 10% d'effet organique réel, et sur un fumier composté, on serait à 60-70%. Voire des fois plus, en termes d'effet organique sur le sol. Donc, ça joue. Alors, c'est un levier hyper important. C'est pour ça que quand on entend, on en parlait aussi avec Patrice tout à l'heure, quand on entend qu'il faut réduire la part de l'élevage en France, oui, globalement, on ne va pas se voler la face. Globalement, on en mange trop, mais ça veut dire que tu supprimes l'élevage. Il faut remettre de l'élevage en lien avec le sol. Et notre problème, il est là, c'est qu'on a des élevages qui sont complètement déconnectés du sol, dont on fait arriver toute l'alimentation en extérieur. Et là, ça pose souci dans le modèle actuel. Un élevage qui est ancré au sol, qui rapporte des effluents au sol et qui repose sur un cycle vertueux d'alimentation, il a toute sa place. Et le modèle français est quand même principalement composé de ce système-là. Peut-être qu'il faut relocaliser et délocaliser des élevages aussi, parce qu'on a des zones qui sont quand même très excédentaires, et là ça discute. Moi j'ai un projet là qui démarre tout juste avec l'unité de recherche toulousaine d'Inafort, dans le Comminges. On n'a que des éleveurs qui nous garantirent qu'il y a zéro modèle intensif, comme on peut l'entendre. C'est que des éleveurs de bovins allaitants et quelques laitiers, il y en a beaucoup. Et leur système, si on enlève le système d'élevage là-bas, on est mal, parce que c'est des parcelles qui vont devenir travaillées, il n'y aura plus de prairies temporaires, plus de prairies permanentes du tout, donc l'érosion va s'accélérer, le déstockage de carbone va s'accélérer, donc il faut lutter pour ça. Donc on a dans le programme, on a tout un plan de travail communication des orchestres, communication, sensibilisation, et ça fait partie. C'est un projet qui est financé par l'agence de l'eau, donc situé que l'agence de l'eau a conscience de ça, et ce que je vous dis là, on peut l'affirmer clairement en une agence en disant dans cette zone, il faut maintenir l'élevage. Tel ou tel raison. Et ils sont complètement conscients, ils soutiennent le projet. Et donc on a toute une phase de communication grand public, pas uniquement entre nous, grand public pour aller sur la communication positive. Donc l'élevage, moi je le vois comme un levier central. Le système agroécologique durable repose sur un système d'élevage aussi, en lien avec le sol, je précise bien ma pensée.